Cet épisode vous est offert par Yamaru Photo, collectif de photographes maliens. Babacar Traoré Doli, né à Dakar au Sénégal en 1984, est un artiste qui travaille à travers les médiums de la photographie, de l'installation et de la post-production numérique. Son environnement reste son objet d'étude. L'économie invisible menée par les personnes marginalisées, la persistance et les disparitions des pratiques traditionnelles, les jeux inventifs des enfants dans les espaces publics, les désirs latents de la jeunesse pour des lieux lointains. De la création d'une bibliothèque emprisonnée pour la Biennale de Dakar en 2018 à la production de 35 491 bateaux en papier de 2000 à 2022, représentant le nombre d'individus décédés en mer quittant l'Afrique pour l'Europe, son travail intègre généralement une production fastidieuse et longue avec une fonction performative pour l'artiste. La pause d'art. Bonsoir chers auditeurs, bienvenue sur la pause d'art. Aujourd'hui, on reçoit un artiste que j'ai connu il y a déjà pas mal d'années. La première fois que nous nous sommes rencontrés, c'était lors d'un festival à Cotonou, au Bénin. Je me trouve au Musée national avec notre invité. C'est dans le cadre de la Biennale africaine de la photographie qui se tient tous les 2 ans à Bamako. Et vraiment, c'est un plaisir de retrouver mon pote, mon frère de très longtemps, Babacar Traoré Doli. Bonsoir Babacar. Bonsoir Ngassam Ivan. Merci beaucoup de donner de ton temps afin de participer à cette émission, à ce podcast. Vu que nous parlons d'art, comment Babacar Traoré Doli est arrivé à l'art? Et je te remercie moi aussi de me donner cette opportunité de m'exprimer sur moi-même et sur ma pratique artistique. Voilà. Comment Babacar Traoré Doli est arrivé dans l'art? Moi, je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas franchement. Parce que c'est vrai que je suis né dans une famille artiste. Ma grand-mère a eu 15 enfants et que 8 filles et 7 garçons. Parmi les 7 garçons, il y a des sculpteurs, il y a des peintres, il y a des professeurs, il y a des écrivains, il y a des architectes. Donc très tôt, on a bouillonné dans l'environnement artistique parce que notre maison était et jusqu'à présent est un pôle à Dakar où créateurs, penseurs se réunissent autour d'une table ou autour d'un café pour échanger les domaines qui concernent la création et l'art en général. Tu vois. On a toujours eu une galerie et un atelier à la grande maison familiale, à la Médina de Dakar. Donc très tôt, j'ai vu passer des choses qui pour moi étaient bizarres, voilà, des personnes qui pour moi ne ressemblaient pas à des personnes que je voyais dehors, voilà, chez les amis. Tu vois. Donc très tôt, on a été dans cet environnement créatif et que voilà, c'est comme ça que les choses se sont passées au début. Mais quand est-ce que j'ai commencé à le pratiquer, à l'utiliser comme un moyen d'expression? C'était en 2009, j'ai fait ma première exposition photographique. Oui, mais je voudrais savoir surtout comment toi tu en es arrivé à ça. Quel est le parcours, quelle est l'histoire qui t'emmène justement jusqu'à déjà la photographie? Parce que comme tu le dis si bien, tu baignais dans un environnement créatif, tu aurais pu faire de la peinture, de la musique, etc. Mais comment tu arrives tout doucement comme ça à déjà t'intéresser à l'art et ensuite voilà, la photo? C'était lors d'une formation que j'ai suivie. Parce que je suis infographiste de base, c'est cette formation que j'ai eue. Et dans notre école d'infographie à Dakar, il y avait des cours de photo. Il y avait des cours de photo, il y avait des cours d'art plastique. Et que quand je partais là-bas, franchement, ce n'était pas pour devenir ce que je suis maintenant, c'était juste pour être indépendant financièrement, c'est-à-dire aller là-bas, apprendre l'infographie, sortir, aller dans des télévisions, voilà, des magazines, voilà, des maisons de publicité pour bosser. Et quand je suis rentré là-bas, franchement, tout a changé. La perception de Babacar a maintenant, lorsqu'il est rentré dans cette école, était différente à la sortie.
Donc, à partir de là-bas, et tout le background que j'avais avant, comme je l'ai dit tout à l'heure, et que ça... Le background familial. Le background familial, et que ça m'a permis de chercher cette route qui me ressemblait le plus, tu vois. Parce qu'il y avait déjà des pistes qui ont été empruntées à la maison. Donc, quand je suis venu, j'avais envie aussi de prendre des pistes que les autres n'avaient pas prises, les pistes libres, comme on dit. Tu vois, et c'est comme ça que l'envie est venue. Donc, quand je suis sorti, je voulais faire quelque chose qui me ressemblait, mais je ne savais pas. Tu vois. Donc, c'est ma mère, au retour d'un voyage qu'il avait fait au Maroc, m'a ramené un appareil photo. Et quand il m'a ramené l'appareil photo, donc j'ai commencé à photographier les gens de ma maison. Tu vois, je suis sorti de la maison, j'ai commencé à photographier les gens de la rue, du quartier, de la ville, et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Quand j'avais beaucoup d'images, je ne savais pas quoi en faire. Tu vois. Et comme que j'avais l'infographie, j'avais la peinture devant moi, tout ça, je me suis dit que je vais essayer de faire une photographie que je ne voyais pas dans la chambre de ma grand-mère. Parce que dans la chambre de ma grand-mère, il y avait toute la mémoire familiale qui était exposée sur les murs. Je essayais de faire quelque chose qui est différent. Est-ce que tu avais des référents à ce moment-là? Tu connaissais déjà quelques photographes et qui pouvaient te permettre de te projeter dans leur pas? Tu sais, à Dakar, la photo, c'était la fête. Tu vois, les gens se photographiaient les jours de fête, quand ils s'habillaient bien. Tu vois, donc des photographes m'ont influencé après. Tu vois, un photographe comme Bouna Medoun Sey m'a beaucoup influencé. Tu vois. À part ça, il y a les précurseurs de la photographie comme Mama Kassé, comme Salah Kassé. Après, j'ai appris leur histoire, comment la photographie est rentrée au Sénégal. Tu vois, tout ça, après, je me suis intéressé à ça. Mais moi, j'ai fait et après, j'ai commencé des recherches. C'est-à-dire, je n'ai pas débuté avec les recherches et après faire. Tu vois. J'aimerais, si tu me permets, revenir un peu en arrière, parce que je me dis que c'est peut-être dans cette histoire-là, dans ton passé, on peut trouver aussi des réponses à ce que tu es devenu aujourd'hui. Je pense surtout à ton enfance, parce que ceux qui nous écoutent l'ignorent, tu es l'enfant ton papa a été l'un des cofondateurs des ateliers Agitart, qui est, d'après moi, je ne parle pas en tant que spécialiste, mais cet atelier est, d'après moi, une référence dans l'art contemporain au Sénégal. Moi-même, en tant qu'artiste, les activités de cet atelier m'ont beaucoup inspiré. Et il faut dire que l'une des figures, on peut dire le visage public de cet atelier-là, c'est une légende aujourd'hui décédée appelée Joe Wakam. Mais j'aimerais juste que tu me parles de cette enfance-là, baignée dans l'art. Ton père qui a co-créé cet espace d'expression, mais aussi de revendication. Comment c'était cette enfance d'Abakar? Cette enfance était une enfance comme toutes les enfances. J'ai couru dans la rue, j'ai volé des mangues, je suis parti me baigner à la mer sans la permission des parents. Tout ça. Mais mon père nous a très tôt fait comprendre qu'on pouvait avoir un discours personnel. Même tout en étant petit, il ouvrait le débat et il donnait chacun l'opportunité de s'exprimer. C'est à partir de cette expression qu'il t'orientait, tu vois. Et qu'il est écrivain. Il a, avec ses amis, Djibril Diop Mambeti, Joe Wakam, Mamles Camara, créé le laboratoire Agitart. C'est-à-dire, c'est ceux qui sont allés étudier pour après déconstruire ce qu'ils ont étudié. Tu vois, je fréquente jusqu'à présent Elsie, qui est le chef atelier peinture du laboratoire Agitart, qui me disait que quand ils sont sortis tous de l'école des arts, Senghor voulait leur ramener tous à Paris. Tu vois, c'était les années 70. Et que lui, il a dit à Senghor, non, moi je ne veux pas y aller. Je vais aller au Mali, je vais aller au Burkina, je vais aller au Bénin pour étudier l'esthétique africaine. La pose d'art. Eux, ils nous ont permis, franchement, c'est-à-dire ils ont créé leurs propres normes qui n'avaient rien à voir avec les conventions. Ils étaient décalés des conventions.
Non, mais ils avaient dans les conventions leur propre convention qui n'avait rien à voir avec les fondements de ces mêmes conventions. C'est ça qui est magnifique. Senghor les aimait beaucoup, mais il avait aussi beaucoup peur d'eux, tu vois, parce qu'eux, ils disaient les choses sans calcul. Tu vois, c'était des gens, des libres penseurs. Et je pense que ça crée aussi une diversité dans la scène culturelle dakaroise. Et je pense que c'est très important que tout le monde ne fasse pas la même chose. Tu vois, que ceux-là, ils pensent, par exemple, comme la négritude. Voilà, oui. Ils se réclament africaines, des choses comme ça, mais eux, c'est l'homme qui leur intéressait. C'était l'humanisme, tu vois, c'est l'humain, l'être humain qui leur intéressait. C'était l'être humain, ça dépasse les frontières, ça dépasse les langues, ça dépasse les cultures, ça, tu vois, c'est un langage universel qui est l'art, tu vois, et c'est ça qui est magnifique. Donc c'est justement cette libre pensée-là qui t'a bercé, et peut-être plus tard, quand tu décides quand tu t'intéresses à l'art, tu décides de faire de la photographie pour marcher. En fait, tu choisis, comme tu l'as si bien dit, un chemin qui n'était pas déjà pris dans la famille. Ouais. Pour te différencier, pour te décaler, pour te différencier de ceux qui sont déjà là. Et du coup, tu es à cette école, tu fais infographie, ta maman t'offre cet appareil photo. Et à quel moment, Babacar, tu décides, ou que toi, tu te définis comme un artiste qui fait de la photographie? Parce qu'on sait, une chose est de faire de la photo, comme ça, mais une autre en est de se définir comme artiste photographe, comme d'utiliser ça comme son moyen d'expression. Comment ça te vient, ce moment-là? Mais ce moment, c'est la nuit du 25 avril 2009. Dans l'atelier de, je pense, Ismaël Manga, paix à son âme, qui est décédé, dans le village des arts, où j'ai fait ma première exposition. Tu vois, j'étais très inconscient de la portée de la chose, tu vois, parce que, voilà, je le faisais, je le faisais comme ça, je le faisais comme ça au jour où Fatou Kandé Senghor, qui m'a découvert, qui a exposé mon travail là-bas avec Mamoudou Gomis, avec Jackie Daniel Lee, avec El Fatou Kandé, Alain Buffo, des choses comme ça. Et que quand Bouna, qui te parlait, qui est mon mentor, qui est même l'un des précurseurs de la Biennale de Bamako. Tu vois, parce que la Biennale de Bamako, avant, c'était à Dakar. Tu vois, c'était la première édition, c'était à Dakar. C'était les rendez-vous photographiques de Dakar. Ok, tu vois, et que ça, je l'ignorais. Ouais, c'est là-bas, ça a eu lieu avant. Tu vois, et eux, ils l'ont déplacé pour l'amener ici. Tu vois, pour l'amener ici. Eux, leur lutte, c'était pour que la photographie puisse rentrer dans les musées. Tu vois, qu'on puisse considérer l'œuvre photographique comme un art capable de défier la peinture, la sculpture, la chorégraphie, le cinéma et tout. Donc ce jour-là, quand il est venu me parler, tu vois, ça a créé quelque chose. Ça a créé quelque chose en moi. Et je me suis dit, ben voilà, c'est ça que j'étais... Parce que moi, parfois, quand je suis dans des recherches, je ne sais pas ce que je recherche. Mais je suis animé par une recherche. D'habitude, c'est après avoir trouvé des pistes qui m'envoient sur d'autres terrains pour faire des recherches. C'est en ce moment-là que je me rends compte que voilà, c'est ça que je... Tu vois. Mais quand je suis animé, même dans la photographie, c'est comme ça. Tu vois, je ne peux pas... Moi, j'étais pas... J'oubliais la lumière quand je faisais la photo. La lumière externe ne m'intéressait pas. C'est la lumière, ma propre lumière, la lumière interne, qui est l'intelligence même qui peut se définir comme ça. C'est ça qui m'intéressait. Quand j'étais animé à faire une photo devant le soleil, mais je fais cette photo devant le soleil. L'heure d'or, comme les photographes disent, ça ne m'a jamais intéressé. Je prenais la photo n'importe quel moment, n'importe où, voilà. Tu t'en foutais des règles, en fait. Ouais, ça, c'est des choses que je peux faire, parce que je les connais. Djibril Si qui m'a appris ça. Tu vois, mais
après, parce que ce qui a changé tout, franchement, c'était pendant un atelier de cinéma avec le Goethe Institut. Tu vois, c'était vers 2006, 2007, 2008, des choses comme ça. Et que le caméraman qui nous donnait cet atelier, il dit que dans le cinéma, il y a 6 plans. Il y avait 5 au début et le 6e est venu après. Il dit qu'il y a le plan d'ensemble et le plan général. Il établit la situation générale. Et après, il nous dit qu'il y a le plan rapproché. Le personnage, les personnages, ils sont filmés de la tête aux pieds. C'est pour montrer leurs apparences physiques. Il y a le plan moyen. Les personnages, ils sont filmés, coupés à la taille. Leurs gestes, ils doivent être limités, tu vois, pour qu'on puisse le voir dans l'écran. Il y a le gros plan. On filme ton visage. C'est pour montrer tes sentiments exprimés. Il dit qu'il y a le très gros plan. On peut montrer ton nez, ton œil, ta bouche, des choses comme ça. Une partie de ton corps. Voilà. Il nous dit, après il y a le plan américain, tu vois, parce que pendant que la scène se tournait, l'acteur principal, il devait sortir son pistolet dans un film cowboy et tuer le méchant. Et les cowboys, ils mettent leur pistolet à mi-cuisse. Et le gars, il dit, vous filmez le personnage à mi-cuisse. On lui dit, mais ça n'existe pas dans le cinéma. Il dit, à partir d'aujourd'hui, ça existe. C'est le plan américain. Ouais. Mais quand j'ai entendu ça à Gassam, ça m'a traumatisé. Je me dis, mais une personne comme moi, comme toi, comme elle, qui décide ça et que l'histoire du cinéma maintenant a reconnu ça, mais pourquoi pas nous qui sommes rien du tout, qui sommes à la Médina, dans un quartier populaire, nous ne faisons pas des choses qu'on pense que c'est normal, quoi. Et ça crée un déclic dans ma tête. À partir de ce moment, j'aime bien apprendre. Après, c'est dans cette quête dont j'aime apprendre. Je suis curieux pour te savoir. Mais après, qui a dit ça? Pourquoi il l'a dit? Mais c'est un homme comme moi. Mais pourquoi lui, il dit? Parce que toute connaissance humaine est relative. Même un prophète, s'il parle, tu lui demandes, mais c'est ta parole, c'est la parole de Dieu. Si c'est la parole de Dieu, ok. Mais si c'est ta parole, j'ai une pensée, tu as une pensée. On peut en discuter, quoi. Et ça, c'est pour ça qu'il n'est jamais fixe, quoi. On peut passer de ça dans les entrelignes. Et ça m'a beaucoup influencé. D'accord. Mais au moins, le fait d'apprendre, de connaître les canons, les standards, c'est important parce que si tu ne connais pas les standards, tu ne peux pas déconstruire. Au fond, c'est ça la réalité quand on parle de déconstruction. Et donc après, il y a ce moment-là où tu trouves ton chemin, tu fais de la photographie à ta façon, mais en connaissance comment ça doit se faire et comment ça arrive, les premières expositions, comment tu arrives à manager ça, à comprendre ce que c'est qu'une série photo, voilà, comment ça se met en place chez toi. Ouais, je suis entièrement d'accord, il faut avoir des connaissances pour surpasser ces connaissances. C'est pour ça que moi je dis toujours, il faut beaucoup lire. Il faut beaucoup lire parce que par exemple l'art parfois, c'est pas bon. Parce que parfois tu peux être au fin fond de ta cuisine, tu penses que waouh, ça c'est l'art qui te rend comme ça. Parfois il te donne certaines ailes tout en restant dans ton coin que tu penses que tu es invincible. Tu vois, or que là où tu es, les gens ils ont transcendé ça. Depuis très longtemps. C'est pour ça qu'il faut pas, il faut se ressourcer. Si tu as les opportunités, il faut se ressourcer, il faut lire, il faut en parler. Tu vois, c'est important. Parler permet comment je vais dire, de mettre à l'épreuve ton idée, ce que tu veux faire. Est-ce que ça tient la route? C'est dans le débat qu'on peut arriver à ça. Ouais. Et donc il y a cette étape dans ton travail où tu es dans la recherche et tout. Et mais ce que je voudrais savoir aussi, c'est comment ça arrive, tes premiers pas dans les expos, des choses comme ça, comment tu vis ça. Parce que une chose est de faire de la photographie dans son coin, on apprécie ce que tu fais,
mais c'est quand même un risque pour un photographe, surtout un jeune, quelqu'un de sensible, un artiste en devenir, de montrer son travail au public. C'est vraiment un pas. Moi, je l'ai vécu un peu la peur dans le ventre. Et comment toi, tu as vécu ça comment? Quand j'ai exposé pour la première fois chez moi, pendant la biennale de 2010, c'était la dernière biennale de mon père vivant à la maison. Et ce jour-là, je me rappelle, c'est moi qui a balayé, nettoyé, peint les murs, posé les... Mais à l'heure du vernissage, je fuis, je disparais. Je disparais parce que pour te dire que j'avais tellement peur que voilà, mon père avait invité tous ses amis, hein, Joe Wakam, le directeur des arts, tout le monde était à la maison, tu vois. Et je me rappelle, il m'a remis de l'argent, il m'a dit arrête, maintenant c'est bon, va te changer, prends ça, c'est ton argent de poche. C'est Mamoudou qui dit ça, je prends. Mais quand je sors, non, je disparais. Jusqu'à 20h, 21h, il était furieux. Ouais. Quand je suis revenu à la maison, il était furieux. Je me rappelle. Il me dit, toi, tu montes ton exposition, les gens, ils viennent pour toi et tu n'es pas là. Tu vois. Si tu continues comme ça, tu ne vas rien faire dans la vie. Il m'a dit ça. Man, je ne savais pas la portée de la chose. Tu vois, moi, je me disais pas, je me cachais derrière ça, mais au fin fond de moi, je sais que, voilà, j'ai peur. Parce qu'il est critique aussi. Quand il te parle de ton travail, parfois tu vois, et il m'a jamais dit que ce que tu fais, c'est bon. Il me l'a jamais dit. Hein. Tu vois, il l'a dit à Khassim, un autre peintre qui était là-bas. Il lui a dit, parce qu'il a découvert mon travail dans une région à 70 km de Dakar qui s'appelle Thiès. Voilà. Parce que pendant la première exposition avec Fat Kandé, il a fait une exposition nationale. Il a présenté l'expo dans plusieurs centres culturels des régions. Ouais, c'est là-bas qu'il a vu mon travail. Il voit les photos, il lit, il dit au directeur des arts, c'est mon fils. C'est comme ça. Ouais. Ah bon? Ouais, c'est mon fils. Mais depuis quand il a commencé à faire des choses comme ça? Il revient à la maison, il dit ça à Khassim, que j'ai vu les œuvres de Mbaye là-bas, à Thiès. Mais depuis quand il fait ça? Tu vois, et c'était... Mais il m'a jamais dit que... Voilà. Tu avais un travail intéressant. Non, il ne te dit pas ça. Sinon... Parce qu'il nous disait souvent qu'il faut éviter l'art. Parce qu'il te pompe. Il te fait comme ça, quoi. Toi, tu penses que tu es... Tu es au top, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'il évitait de faire des éloges. Il peut le faire à d'autres, mais nous, il ne le faisait pas. Est-ce qu'aujourd'hui, même après toute cette longue carrière que tu commences à avoir, mais tu penses que ça a changé? C'est-à-dire, quand je dis ça a changé, c'est surtout le rapport que tu as avec le public et le rapport que tu as avec ton œuvre. Moi, te connaissant depuis un certain temps, j'ai toujours l'impression que tu es ce garçon, pas qui a peur du public, mais qui a tellement donné dans son travail qu'il se dit, mais j'ai pas besoin d'être là, je ne dois même pas exister. C'est ce que j'ai fait qui est là. Peut-être c'était ça qui était déjà... qui s'est révélé en moi. Ouais, ça c'est vrai, parce que la dernière présentation que j'ai faite à Dakar, je ne suis pas présent aussi. Tu vois, j'ai fini, et puis je suis allé chez moi, j'ai ouvert ma bouteille tranquillement, et voilà, basta. Tu vois. Parce que parfois aussi, il y a des choses qui me font mal à l'aise, je ne sais pas comment. Parfois, il y a certains retours que je peux avoir, que ça me... Parce que je suis un peu timide aussi, j'ai une nature aussi en moi, un peu timide, quoi. Ça me met mal à l'aise, quoi, tu vois. Parce que je pars parfois dans des endroits, on parle de mon œuvre, mais ils ne pensent pas, ils ne savent pas que c'est moi qui est là, assis, qui a... Ce côté aussi, ça me plaît, tu vois, ce côté aussi de voir aussi, c'est une analyse en étant devant moi, mais tu vois, qu'on ne savent pas que c'est moi. Toi, ouais. Voilà, ça aussi, je l'ai... Et après, les gens sont plus sincères dans ce cas de figure. Voilà, et ça me plaît un peu, quoi.
Cet épisode vous a été offert par Yamaro Photo, collectif de photographes maliens. Merci à vous d'être si nombreux à nous écouter. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour aller à la découverte d'une histoire intimement liée à l'art. La pause d'art est une idée d'Yvon Gassam. Voix off, Solange Nembe. Musique, Tumo. Mixage, Ralin Gangmo. Réalisation, Yvon Gassam. La pause d'art est un podcast produit par African Entertainment avec le soutien du laboratoire de théâtre de Yaoundé, Otni et de Satek Records.